Si cette histoire commence par une naissance, elle plonge ses racines dans celle d'une ancienne lignée, les De Cammes. Ce 12 août 1872, le petit Maxime-Édouard pousse son premier cri. Ses parents, Clémence Cormier-Drouot et Marie-Maxime De Cammes, se réjouissent de la venue au monde de leur premier enfant. Une fille, Marie, et un garçon, Maurice, viennent bientôt compléter la fratrie. Mais l'enfance heureuse s'éloigne vite, et très tôt, le jeune Maxime est confronté aux épreuves du destin. La disparition prématurée de sa mère, la mystérieuse condamnation de son père. Maxime, qui à 18 ans se retrouve sans ressources, décide de prendre son destin en main. Il fait un choix radical, l'exil. Et le voilà parti sur l'autre rive de la Méditerranée, à Utique près de Tunis, où il travaille dans une vaste exploitation agricole. Puis, en 1895, il épouse la belle Françoise Soustre, rencontrée à Clermont-Ferrand. Ils ont 3 enfants, Marie, Marguerite et Maurice. Mais à nouveau, Maxime est frappé par le sort. En 1905, la douce Françoise meurt de tuberculose et le voilà veuf avec 3 jeunes enfants. Nous voici en 1909. Maxime épouse Charlotte Brunel en Bretagne et trouve chez les Brunel la chaleur, la douceur et la gentillesse d'une véritable famille. La jeune Charlotte, qu'on appelle Lol, est aussi généreuse que courageuse. Elle ouvre son cœur aux 3 premiers enfants de son mari et suit Maxime dans sa rude vie tunisienne. En 1910, elle donne naissance à Charles à Tunis. En 1913, Marie-Madeleine vient au monde. Maxime, lui, dirige avec énergie la vaste exploitation du comte de Chabannes à Utique. Puis survient la Première Guerre mondiale. Mais la vie continue, et en 1915, les De Cammes accueillent un nouvel enfant, la petite Françoise. Et si Utique est épargnée par le conflit, ils vivent une autre épreuve. La lente agonie, à Bligny, près de Paris, du jeune Maurice veillé par son admirable tante Suze. Cette jeune sœur de Charlotte, qui est infirmière, accompagne Maurice jusqu'à son dernier souffle alors que Maxime ne peut quitter Utique pour être auprès de son fils. Maurice s'éteint en 1917. Quelques mois plus tard, en juin 1918, Charlotte met au monde Jacques, le narrateur de cette histoire. Il ne connaîtra pas vraiment la Tunisie, puisqu'en 1919, la famille rentre en France. Maxime, qui aimerait offrir à sa famille une vie moins précaire, a décidé de changer d'emploi. Il est embauché au ministère des Régions libérées, à Chauny, où il doit aider les agriculteurs de laine à remettre sur pied des exploitations ravagées par la guerre. Ce n'est pas encore le grand confort, mais la baraque à Drian est pour Jacques sa première maison. Mais décidément, l'appel de l'aventure est trop fort. En 1924, toute la famille embarque pour le Maroc. La vie à Bouached, puis dans la région de Marrakech, est spartiate. Les petits vivent pieds nus et la chair est maigre. Mais quelle liberté! Les enfants parcourent le bled à cheval ou montent dans la Forte pour découvrir le pays. L'expérience de Jacques à l'école de Fédala n'ayant pas été concluante, l'enseignement se fait désormais à la maison. Une liberté de plus. En 1926, Maxime réalise son rêve. Il cesse enfin de travailler pour les autres et exploite pour son propre compte un lot de colonisation. Mais la région de Saada est pauvre en eau, et les projets d'irrigation tardent à prendre corps. À cela s'ajoute la rudesse du climat, les tempêtes de sable, les nuées de sauterelles. Pour Jacques et sa complice Françoise, ces mésaventures ne sont que des péripéties qui dérangent à peine leur pays de fantaisie, leur royaume imaginaire. En 1928, la naissance d'une dernière petite sœur, Suzanne, vient combler leurs attentes. La terre de Saada est décidément trop ingrate et Maxime se décide à prendre un travail de fonctionnaire en attendant d'obtenir un nouveau lot de terre. Pendant ce temps, Jacques découvre le collège et le pensionnat de Marrakech. Il passe son certificat d'études.
Les vacances à Mogador viennent apporter un peu de douceur dans cette vie trépidante. Enfin, Maxime peut prendre possession d'un nouveau lot de terre à El Hadjeb, près de Meknès. Charles et Jacques aident à l'installation et aux premières plantations. Puis Jacques entre au lycée de Meknès, où il rejoint sa chère Françoise. Mais les enfants grandissent. Françoise se marie en 1937, Charles en 1940. Marie, la fille aînée de Maxime, ne peut hélas s'en réjouir. Début 1937, elle est morte des suites d'une lourde opération. Après le lycée, Jacques passe 2 années à l'école d'agriculture de Sidi Bel Abbès, puis il rentre au Maroc pour faire son service militaire. Nous sommes en 1938. En septembre 1939, Jacques est envoyé en Tunisie comme chauffeur militaire au volant d'un gros camion d'essence baptisé le Globule. Démobilisé en 1940, il est remobilisé dans les troupes américaines 2 ans plus tard. C'est ainsi qu'il participe au débarquement de Provence et découvre enfin la France. Il fait toute la route, de la Côte-Varoise à l'Alsace, au volant d'un camion sans frein. À Strasbourg, il célèbre la capitulation allemande, puis il passe ses permissions à Paris. C'est là qu'une belle jeune fille blonde entre pour toujours dans sa vie. Elle se nomme Marielle Charon et deviendra bientôt sa femme. Les années passent. Maxime, Charles et Jacques, réunis en société agricole, ont créé près de Meknès une belle exploitation où ils cultivent des orangers, des citronniers, de la vigne et du tabac, et même des lentilles et des petits pois. Mais en 1956, le Maroc proclame son indépendance. La situation des colons devient précaire. En 1963, ils doivent restituer leurs terres. À 90 ans, Maxime a encore une fois tout perdu. Il achève sa vie en France, ayant lutté toute son existence contre un sort contraire. Il ne laisse à ses héritiers que son sens aigu de l'honneur, son courage, son acharnement au travail et son goût des grandes et belles familles. Un véritable trésor.